on dit en arabe, tu veux être commerçant, dis tajir. Tajir, il y a ta, a, dire il y a 4 mots. Ta, taqi. A, amin. La confiance. La confiance. Jim, jassour, il ne faut pas laisser comme ça les choses. Qu'il part. Arra, rahim. Être tajir, il faut remplir ces conditions-là. Le commerce, vous voyez, ça c'est une chose que c'est un don de Dieu. Et puis quelqu'un, s'il voulait être enrichi ou bien Dieu qui lui met la main, tu ne sais pas qu'est-ce que ça arrive, qu'est-ce que tu as fait, tout ce que tu touches, tu réussis. Même marchandise que tu achètes ici à 100 francs, le lendemain tu peux acheter à 110, 120, 130. Alors le commerce n'a pas ni l'intelligence, ni la force, ni l'instruction. Brahim Ben, doyen des commerçants, est un modèle de réussite. Il vit dans un pays classé parmi les plus pauvres du monde, mais passe aussi une bonne partie de l'année à Paris, où il possède un grand appartement. Élève de l'école coranique, il a appris le français sur le tas. Il est très respecté par les grands de ce monde, mais sa maison demeure toujours ouverte à ceux qui sont dans le besoin. J'ai commencé la première fois, j'ai une petite affaire, j'ai vendu des cigarettes. Alors j'ai été à Kunduru, 30 km de notre préfecture, un grand marché de bétail. J'ai acheté des haricots. Alors l'haricot, à cette époque, un sac de 100 kilos, ça coûte dans les 1400 francs. En arrivant à Fort-Lamy, avant que je descende les haricots dans le marché, j'en ai 30 sacs de haricots, je les vendus à 3600 francs le sac. Alors ça, c'est ma première coup de chance que j'ai trouvé. Alors, à même jour-là, je n'ai pas arrivé à dormir parce que dès que je dors, je me dis très content que je n'arrive pas même à dormir à ce jour-là. Bon, à lendemain, j'ai dit qu'est-ce que je fasse? Il faut que j'aille à NSKM pour acheter un camion. Ça, c'est ma première de gros lot que j'ai gagné. لكن الأول ده زيادة من ده بس كده خلاص بقيت أنا عندي قروش شوية. Quand j'ai quitté l'administration, avec l'idée de me jeter à l'eau, commercialement parlant, j'ai pris ce risque-là. Je me suis buté à beaucoup de choses, évidemment. D'abord, en disant, mais 28-30 ans d'administration, à faire les paperasses, à prendre des décisions, à discuter, à être préfet, commander les gens et tout, et comment ça va être. Alors, c'est ça. Voilà. Et on va faire un tour. Dans le milieu des grands commerçants musulmans, le parcours d'Abdoulaye Djonouma est singulier, car il est le seul à être originaire du Sud, région à majorité chrétienne. Avant de créer sa société, il a exercé pendant de longues années de hautes fonctions dans le secteur public. On ne commande pas dans l'activité que nous faisons actuellement. On négocie, on discute. Des fois d'égal à égal, des fois non. Mais on ne donne pas, faites ça, sinon. Alors il fallait changer
d'un comportement, philosophiquement parlant, et changer d'idée. L'idée de domination, l'État, c'est fini. Il faut prendre l'idée de comportement ensemble avec tout le monde. Premier pilote tchadien, ce n'est pas par hasard qu'une caravelle, récupérée à la casse, lui sert de cadre pour son restant. Son goût pour l'altitude ne l'empêche pourtant pas d'avoir aussi les pieds sur terre. Ce que j'ai fait le produit du Tchad, la valorisation des produits tchadiens, et la gomme, le sésame, le riz, le carcadé, la farine, un peu, tout ça, tout ce qui est alimentation. C'est une sorte d'agroalimentaire en gros que j'ai fait en ce moment. On a installé quelques boulangeries, tout ça, ça fait partie, n'est-ce pas, de l'alimentation. En gros, c'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Mais je pense que cela doit changer. Il doit changer très rapidement parce que acheter et vendre ne permet pas de développer le Tchad. Ce n'est pas possible. Il faut acheter, transformer et vendre. Là, oui. Mais acheter et vendre sans transformation, sans usine, sans industrie, non. Nous ne pouvons pas aller loin avec ça. Les riches au Tchad, ça ne date pas de longtemps. Et je peux même dire, à part un ou deux commerçants, comme les familles Djalal, si je peux me permettre de citer le nom, comme Brahim Bain, ou comme la famille Doudou, et peut-être quelques autres, comme Abdallah Khalifa. À part ceux-là, il n'y a pas de grands commerçants avant 1919. Avant 1919. Bon, j'ai dit des grands commerçants par rapport à notre don national, hein, mais il n'y a pas ces grands riches qu'on peut trouver en Europe où ça se perpétue de famille en famille. Je pense que toutes ces richesses sont récentes. Ces riches-là sont tous nouveaux. J'ai fait à l'époque un chiffre d'affaires plus de 1 milliard CFA. Moi-même, je n'arrive pas à compter de l'argent. Il y a des caisses, il y a des gens qui le comptent et puis il va les verser. Moi, je vois que leur doigt, c'est tout. À cette époque, ça marche bien, les affaires. Il y a Moussa Garni qui était au temps de Tombalbaye, notre ambassadeur ici. J'ai dit à Moussa Garni, je viens à Paris et puis il faut me réserver un hôtel, quelque chose qui n'est pas très loin de l'ambassade et puis bien. Il m'a amené au Méridien. J'ai aimé beaucoup le 17e souvent. Alors, à cause de ça que j'ai acheté cet appartement-là, parce que je connais un peu le quartier, j'ai fait tout près des Champs-Élysées. Et puis, à un moment donné, vers l'année 83, j'ai acheté un hôtel 4 étoiles, 11 rue Balzac, derrière les chambres de commerce de l'industrie, mur au fond. Alors, aucun Africain qui avait un hôtel ici. Il n'y a que moi. Le premier, je suis devenu membre du syndicat hôtelier, je suis membre de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, j'ai acheté un pressing et tout ça, et puis avec le temps, j'ai un peu vendu parce que... Vous avez vendu? Je l'ai vendu tout les deux. Non, parce que moi, personnellement, je n'arrive pas à diriger, et puis la responsable que j'ai donné cette affaire, m'a magouillé un peu, puis je perds de cette affaire-là, j'ai investi un peu maintenant au Tchad. Tout mon capital, j'ai investi au Tchad maintenant. Sorte de caravansérail en plein Paris, l'appartement de Brahim Ben offre en permanence le gîte et le couvert aux gens de passage. Depuis quelques années, Brahim Ben fait de fréquents allers-retours entre Paris et N'Djamena, où il compte ouvrir prochainement un hôtel.
والله نفسه شنو انا خدم شيء ها خطرات بدات تطلع ها جيب رنجات. Commencer avec 1, 2, monsieur. Ah, mais là, 1, 2, que jusqu'à 10, puis 11 jusqu'à 20. دولار مش بدي اخر دولار ما بلاد دولار سنتين وانت ترى الحديد حديد ما في شيء طب انت لا كل سمع ده كل ساعه خفيف C'est vrai qu'il y a un activisme commercial musulman, ça c'est sûr, et quand on est originaire du Nord, on bénéficie de cette accumulation d'expériences transmises de génération en génération. L'islam s'est introduit au sud du Sahara, en Afrique, à travers les commerçants, les voyageurs, les explorateurs, et c'était surtout cela. Et donc la pénétration de l'islam elle-même était liée au commerce. Et avec l'obligation du pèlerinage, depuis l'époque fameuse de Kankan Moussa, les gens de l'Afrique du Sud du Sahara, depuis des siècles, allaient au pèlerinage à la Mecque en Arabie Saoudite. Ce qui voulait dire traverser tous les pays intermédiaires, en finissant par la mer Rouge. En 1955, 60 et après, tous les pèlerins qui venaient à l'époque du Sénégal, du Soudan, du Niger, etc., venaient en camion et passaient par donc, cette route du 13e parallèle et passaient à Béché. Il y avait un service de douane d'ailleurs important à Béché et tout le personnel, tous les pèlerins passaient à ce moment-là par la route du 13e. Ensuite, arrivaient à Djennéna, El Facher, prenaient le train, ensuite Khartoum, Port-Soudan, embarquaient à Port-Soudan et ensuite Djeddah pour aller à la Mecque. La vision de l'islam même de base est transfrontalière. L'islam en tant que religion nie les frontières. Et l'idéal islamique, c'est être citoyen de la Oumma. Donc chaque musulman appartient à une communauté qui s'étend depuis la Mauritanie jusqu'en Indonésie. Le Coran. Ce qui est différent de la Bible. Le Coran a dit que on prend un paquet, quelque chose de bien ficelé, on prend 1% là-dedans, on le divise, comme on fait avec une mangue ou une pomme ou je sais pas quoi, on divise en plusieurs morceaux. Et ça devient l'administration, ça devient ceci, les services et tout ça. Mais les 90%, on laisse pour le commerce. Ça, le Coran le dit. Il dit la noble chose de plus noble, c'est le commerce. Ça constitue 90% de ce que le prophète a laissé aux gens. Et là, les enfants sont éduqués avec les tablettes coraniques là-dedans. Ils ont tellement été éduqués là-dedans que eux, ils ne sont pas nés pour faire autre chose que le commerce. Parce que le Mohammed a fait ça. Parce que la première femme de Mohammed a été commerçante. Et Mohammed a laissé cette idée-là et les gens sont élevés avec. À telle enseigne qu'il y a des moments où ils ont refusé d'aller à l'école française parce que ça vous permet de faire votre travail avec le commerce. Ça vous permet d'être militaire, d'être fonctionnaire. Ils n'en veulent pas. Ils sont façonnés par ça. C'est pour ça qu'ils sont tous dans le commerce. De cette idée-là, ça les a relancés. Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible ne dit jamais ça, que Jésus-Christ était commerçant, tout ça. Non, non, non. Alors, ça ne dit pas ça. Je me souviens d'une anecdote, un de mes oncles maternels, le défunt Mohamed Ahmed Jalal, qui était à Ati, et une fois s'est fait escroquer par le receveur de poste sur un mandat où le gars a enlevé un zéro. Et il s'est rendu compte trop tard. Et après, quand il a voulu porter plainte, on lui a montré qu'il avait signé le reçu au chiffre qui était annoncé par le gars. Donc, il était très énervé. Et sa mère lui disait vraiment
le gars t'avait eu, et il lui disait non, c'est ton grenier qui est la cause de ces problèmes. Parce que quand ils étaient petits, l'administrateur colonial était venu pour les chercher, les amener à l'école, et la mère les avait cachés dans le grenier pour qu'on ne les voit pas. Donc il y avait une prise de conscience au niveau des commerçants de la nécessité d'avoir quelqu'un de la famille dans l'administration, ne serait-ce que pour ses intérêts. Même moi, j'ai construit 2 mosquées, un à Hati, très grand. Oui, et puis j'ai construit j'ai acheté le terrain, et puis j'ai participé les briques, les main-d'œuvre et tout ça là. C'est au Marjan Dafak, si vous allez. Marjan Dafak, c'est un grand mosquée. C'est moi qui j'ai acheté tous ces terrains-là, j'ai donné. Et ça s'appelle la mosquée Brahim Ben ou... Non, je ne veux pas. J'appelle, là, non, c'est Taqwa, Jamiat Taqwa. Alors, c'est une mosquée jusqu'à aujourd'hui, c'est moi que j'ai payé l'électricité, l'eau et l'électricité, j'ai payé. C'est moi-même, je suis là, je ne suis pas là. J'ai un compte tout le temps qu'ils amènent leur facture et puis on les paye ça. شغلان لباب قامت فجر كبيرة سأل شنو؟ في مرتل اللي قديم باي Parce que je dépense beaucoup. Alors s'il y a un comptable ou j'ai un salaire ou un truc, alors ça m'ennuie. C'est ça. Alors moi, des fois, il y a quelqu'un qui vient, donne-moi ça, je donne, je fais ça. Pour toutes les familles, pour les enfants, tout le monde, alors je ne fais pas. Des fois, si les gens de l'autorité, de l'État ou un truc m'a dit prêtez-moi quelque chose, aidez-nous, des trucs comme ça, on l'aide, on le donne, alors on ne peut pas comptabiliser. Si on dit comptabiliser, tu ne peux rien faire. Dans notre société, tout ce qui est une position d'élite, que ce soit les chefs traditionnels, les marabouts, les commerçants, ou les gens qui sont dans l'administration, ils doivent être généreux. D'abord pour confirmer leur position sociale, et c'est en même temps un devoir religieux. Parce que dans l'islam, la générosité ou la bienfaisance, c'est un devoir. Et la personne qui vient vous solliciter a un droit sur vos biens, parce que vous êtes des dépositaires des biens qui appartiennent à Dieu, en dernière analyse. Derrière un homme d'affaires, vous trouvez des milliers de gens qui vivent et cela ne permet pas à ces hommes d'affaires d'avoir l'épargne suffisante pour vraiment investir. Il faudrait aussi qu'une certaine culture puisse changer au niveau du Tchad, que les gens qui donnent aussi commencent à se remettre aussi en question. En tant que musulman, Dieu a dit qu'il faut être généreux, Dieu a dit qu'il faut partager, mais il faut le partager avec ceux qui ont une faiblesse naturelle, par exemple avec les infirmes, avec les aveugles, avec ceux qui sont malades, avec ceux qui ont en difficulté. Je ne vois pas d'abord des gens riches au Tchad, mais ceux qui en ont un tout petit peu, ils sont débordés par la pauvreté des installations, pauvreté de nos parents, pauvreté de tout le monde. Donc nous sommes aussi pauvres comme eux. C'est ça qui est grave. Des perceptions abusives de l'impôt furent, en 1964, à l'origine de révoltes paysannes dans le Guéra. Elles prirent rapidement de l'ampleur et furent encadrées et contrôlées par le Frolina et ses soldats. Les événements de Mangalmé marquent le début d'une longue période de culminant avec le conflit contre la Libye en 1979. Le gouvernement de Tombalbaye fit alors appel à la France qui intervint en envoyant à plusieurs reprises des troupes. Les comptoirs européens tels que la NSCKN, la SCOA, la CFAO, Moura et Gouveia, qui s'étaient installés après 1945, ont quitté le pays à cause de ces événements. Ils furent rapidement remplacés par des commerçants tchadiens. La guerre, elle a beaucoup changé les gens.
Parce qu'à l'époque, s'il y a un mort, alors les gens, tous vont être tristes. Un tel qui est mort, machin, des trucs, des choses. Alors aujourd'hui, un mort, alors c'est normal, c'est bon, alors mort, moi c'est venu. Ils font plus attention à la mort. À la mort, quoi. Pas comme avant. Pas comme avant. Il y a beaucoup de choses qui ont été changées. Donc on avait nos concurrents directs étaient des sociétés commerciales qui avaient leur siège en France. C'était la SCOA, la CFAO, France Congo, mais également des sociétés, comme Mouragoveia, comme Aptour, qui était important ici, comme et puis il y avait beaucoup de Libanais, de Grecs, qui avaient également des sociétés qui pour nous étaient des concurrents sérieux, avec lesquels quelquefois on travaillait d'ailleurs. Avec le développement de la culture du coton dans les années 50, des sociétés commerciales européennes s'installent dans le sud, car un marché des biens manufacturés y existe désormais. Et puis certains commerçants devenaient des amis, on allait prendre le thé chez eux, ils nous recevaient, enfin c'était des relations tout à fait sympathiques et agréables, intéressantes. Mais il ne faut pas seulement voir ce passé comme une mauvaise chose, puisque ça a permis à ces hommes d'affaires d'apprendre le métier de commerce, de travailler avec des mécanismes modernes de commerce. Bien sûr, avec la guerre, je dirais même, c'est un des seuls aspects positifs de la guerre au Tchad, parce que ça a permis aux hommes d'affaires tchadiens de s'impliquer davantage et de prendre en main véritablement le commerce, parce qu'au moment de la guerre, il n'y avait aucune structure. Donc il a fallu approvisionner les marchés, faire amener donc, les produits vivriers au Tchad, etc. Donc il n'y a eu que ces hommes d'affaires qui se sont organisés. Et si vous constatez aujourd'hui, malgré qu'il y ait la paix, aucune structure, je dirais, étrangère n'arrive à s'implanter parce que ces hommes d'affaires ont réussi à avoir une même mise entière sur le commerce. La dévaluation du franc CFA de 1994 a eu pour effet d'augmenter d'une part les importations de produits manufacturés d'origine asiatique achetés à Dubaï et d'autre part celles des produits alimentaires en provenance d'Égypte ou de Libye. Lié à la colonisation, parce que tout ce qui est produit manufacturé de qualité, on pense qu'on peut les trouver qu'en Europe, mais là, on vient de montrer le contraire, que autour de nous, on peut avoir des produits de très bonne qualité. Par exemple, ici, vous avez de l'huile de tournesol, le litre fait 1400, alors que dans les autres supermarchés alimentés par des produits venus de France, par exemple, c'est pas moins de 2000-2500 francs, une bouteille comme ça. Et les produits que vous voyez ici, ce sont des produits essentiellement égyptiens. Nous sommes d'une famille de commerçants, de père en fils, comme on le dit. Et ça a commencé de façon la plus naturelle possible, avec les moyens de bord de l'époque, les ânes, les chevaux, et ainsi de suite. Et on l'a hérité. Et depuis notre jeune âge, bien qu'on a fait les écoles, les grandes études, mais nous ne voyons pas autre chose que les affaires. Et bon, notre objectif, c'est de le faire de façon beaucoup plus moderne, en s'inspirant de ce que les parents ont fait et en améliorant avec les outils dont nous disposons maintenant. La biscuiterie, qui est une entité à part, qui fonctionne pratiquement toute l'année. Bon, je la suis un peu de loin, parce que j'ai un cousin qui s'en occupe très bien, et là, ça marche. Donc je fais une descente 2 fois par mois pour voir un peu la situation, pour faire le point, et puis là, c'est une activité que j'ai créée, elle marche, je l'ai confiée à un cousin, il s'en occupe bien. Et ces biscuits sont vendus essentiellement en Djamena. Par contre, il y a des commerçants qui prennent
ici pour aller vendre dans les différentes provinces. Et ils en vendent également au Cameroun et en RCA. J'ai ma fille qui est à l'université maintenant, elle est en train d'être formée pour ça. Elle va s'en occuper personnellement. Un homme riche dans un pays pauvre, c'est une question pour laquelle je répondrai simplement en disant que cet homme-là est malheureux. Surtout dans un pays comme le Tchad, là où la misère parfois est trop criante, quoi. Et d'ailleurs, il y a une expression en arabe qui dit les riches des pauvres est pauvre. Voilà, les riches des pauvres est pauvre parce que voulant entraîner les autres, il va s'écrouler. Voilà. Mais dans tous les cas, je préfère mieux être riche que pauvre, quoi. Ma mère, elle fait que de commerce, elle achète des marchandises et puis elle vend aux gens. Elle a de bons cœurs. Aujourd'hui, si tu pries quelque chose, le lendemain, tu n'as pas remboursé, on dit que voilà, celui-là, il n'a pas payé et tout. Alors ma mère, elle va vous dire, laisse-les, parce que laissez-les en paix, il n'avait pas. Les jours qu'il trouve, il va l'amener. Il va l'amener, il ne faut pas le serrer. J'ai marié, oui, j'ai marié 7 femmes. 7. Grosso modo, j'ai 8 filles et 7 garçons. J'en ai 15 à acté. Et ma dernière fille, elle avait 15 jours maintenant. Oui, tout petite. Voilà ma situation familiale. Chez nous, le mariage, c'est facile. Moi, personnellement, j'ai 4 conditions que je donne à la femme avant que je les marie. Mais 4 conditions, si la femme, elle accepte, d'accord, si elle n'a pas accepté les jours qu'elle a fait un connerie, c'est fini avec moi. Alors je voudrais que tout le temps que tu laisses les manger en permanence. N'importe quel qui, s'il arrive, il faut qu'il trouve quelque chose, elle manque. Il mange. L'hospitalité. L'hospitalité. S'il manque quelque chose, il faut me dire. J'achète. Ça, c'est ma première chose. Alors, deuxièmement, je ne veux pas qu'une femme sortir comme ça sans m'avertir. Il faut que s'il sort, de me dire, voilà, je vais aller tel, là, j'arrive, je vais aller telle heure, j'arrive à telle heure. Ça, c'est 2. Troisième chose, la femme, s'il me demande quelque chose, je lui dis, je vous donne, il faut qu'il prenne de patience, je vais lui donner. Il m'a dit la raison, je vais lui donner, je ne vais pas dire non. Tu vois? 4e chose, moi des fois je suis invité avec mes amis, des Européens, des Africains, j'aille tout seul, et puis je ne sais pas à quelle heure que j'ai parti, à quelle heure que je vais rentrer. Je ne vais pas, la femme, il m'a serré de cette poisson, il dit que voilà, tu étais là, tu as fait ça, tu as fait ça. Ça, c'est ma condition principale. S'il accepte ça, d'accord, je vais le marier. S'il n'a pas accepté, on n'a pas de problème. Leurs bijoux, leurs parfums, c'est elle ne travaille pas, c'est elle qui a tout à ma disposition. Moi, je fais tout. Alors, il ne faut pas me contrarier. En plus des 4 conditions exigées par Brahim Ben, il en existe une 5e qui est tellement évidente pour lui qu'il oublie de la mentionner. La femme doit être musulmane. Il y a quelques femmes, disons, plus libres. En général, ce sont des femmes ménopausées ou carrément célibataires ou qui ont très peu de charges ou parfois qui se sont libérées d'elles-mêmes et considérées un peu comme atypiques et qui servent un peu d'agent pour les autres femmes.
Le cybercafé est né grâce à quelques efforts que j'ai fournis moi-même et grâce aussi à une sœur qui m'a longuement aidée. Il y a un adage qui dit vouloir c'est pouvoir. Je crois que le cybercafé c'est un investissement vraiment important pour moi et je sais que je vais y arriver. Est-ce qu'on peut dire c'est parce que vous avez voulu devenir une femme d'affaires, que le père de vos enfants n'a pas supporté votre réussite et vos déplacements, ou si c'est une question trop personnelle? Oui, c'est une question trop personnelle, mais c'est aussi ça, suite à ça, oui. Ouais. Parce que les hommes n'aiment pas trop que les femmes se grouillent, quoi. C'est-à-dire que si une femme qui se bat, se fait des choses, le mari n'aime pas tellement, n'a pas confiance. Surtout dans ma tradition musulmane, c'est pratiquement interdit qu'une femme fasse aussi des sorties et qu'elle revienne tard, tout ça. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il est généreux, c'est quitte aux autres de juger cette personne. Et... Et je suis sollicitée par tout le monde. Et là, vous-même, vous pouvez le remarquer tout de suite. Je dirige une grande famille et là j'ai une grande responsabilité. J'ai une dizaine de personnes que je gère à ma charge. Et il y a des visites du village imprévues. Il faut accueillir les gens, les nourrir. Donner quelque chose. Oui, il y a des... Voilà. Donc nous sommes en Afrique et c'est ça qui ralentit un peu nos évolutions, quoi. Depuis 1994, date de la dévaluation du franc CFA, on a assisté à un important développement du commerce avec Dubaï. Des commerçants et hommes d'affaires tchadiens, dont certains vivaient auparavant en Arabie ou en Libye, s'y sont établis. Au niveau de l'Arabie Saoudite, ces dernières années, il y a eu beaucoup de problèmes. Et sur le plan commercial, sur le plan des formalités administratives d'entrée, sur le plan des installations des gens, l'obtention des visas, Dubaï est une zone nouvelle qui, actuellement, sur le plan des facilités commerciales, Dubaï, en fait, c'est une ville franche. Et les produits sont plus accessibles et les gens peuvent venir plus facilement. Donc, ce sont les mêmes commerçants qui se sont déportés vers ici. Le trafic aérien est composé essentiellement du trafic de textiles, disons de l'électronique. Le trafic maritime, lui, est composé en grande partie de produits de quincaillerie, des véhicules. En fait, tout ce qui est produit lourd, donc qui ne supporterait pas le tarif avion. Depuis 1995, je suis à Dubaï. J'ai commencé à faire le commerce. J'étais réfugiée en 1982 à Paris. Je faisais entre Paris et Londres. J'amenais des voiles. Ouais, pour vendre à Paris et à Cotonou et Nigeria. J'ai commencé comme ça. Après, j'ai laissé un bout de temps. Je suis mariée. Après, quand je suis divorcée, j'ai commencé encore. Il y a beaucoup de femmes. Chaque semaine, il y a 3-4 femmes qui passent par là pour prendre des marchandises et aller au Tchad et tout ça.
Bon, les femmes tchadiennes, c'est toujours le tissu, les habits, les bijoux. C'est tout. On gagne beaucoup d'argent à Dubaï? Si. Si, surtout moi, j'ai trop de relations, je fais beaucoup de démarches. Ici en France, des gens étaient au courant que la dévaluation allait arriver. Vous n'avez pas été au courant? Pas avant. Pas avant. Pas avant. Parce que les gens d'Afrique de l'Est, ils sont au courant beaucoup plus que Afrique de l'Ouest. Oui, Afrique de l'Ouest. Les gens, ils ont bien profité, les gens du Mali, de Burkina Faso, les gens de la Côte d'Ivoire. Oui. Ça, c'est les gens qui ils ont bien averti avant. Parce que nous, jusqu'à lendemain, après-demain, l'autre, le Premier ministre, là, c'est autant de... C'est arménien, là, c'est quelque... Pour vous aussi, là. Notre Premier ministre? Oui. Balladur. Balladur. Oui, Balladur, il dit que non, pas question. Et puis le lendemain, paf. Elle est tombée. Elle est tombée. Depuis la dévaluation du franc CFA, certaines productions locales ont connu un développement important avec l'aide des bailleurs de fonds, particulièrement la gomme arabique. La gomme arabique, c'est un produit jusqu'à présent naturel du Tchad, alors que certains de nos voisins plantent ça. Nous, on a commencé à planter il y a juste quelques 10 années seulement. Mais avant, c'était un produit naturel qui existe au Tchad depuis longtemps. C'est un produit du Sahel d'ailleurs. Et nous n'en sommes pas les seuls producteurs. Tout le Sahel, depuis la Mauritanie, le Sénégal, le Mali, et toute la zone jusqu'au Soudan, c'est la zone sahélienne, donc c'est la zone gommière. La gomme en tant que telle, c'est un produit neutre, un produit qui n'a pas de goût. Donc c'est un produit très efficace pour maintenir le goût et la teneur de certains produits de fabrication massive comme Coca-Cola, Fanta, du vin, de la bière, etc., etc. Et puis les produits pharmaceutiques, certaines gélules et tout ceci, les pastilles Valda, il y a beaucoup de choses, ça rentre beaucoup de choses. Évidemment, là aussi, la concurrence contre la gomme est très sophistiquée et très agressive aussi, parce que les gens commencent, avec la cherté du
du prix, de la cherté de la gomme, les gens commencent à faire des produits de substitution en Europe. C'est ce qu'il faut éviter, c'est-à-dire que nous luttons pour que le prix soit compétitif, pour qu'ils puissent accepter, continuer à acheter ce produit naturel qui est de la gomme. Parce que si le prix continue à grimper, ils vont fabriquer des produits de substitution, ça c'est vrai. La gomme arabique demeure, comme le coton et les autres produits d'exportation, une matière première dont la transformation n'est pas réalisée sur place. Malgré la dévaluation, les pays africains continuent à exporter des matières premières que les pays industrialisés transforment et leur renvoient sous forme de produits manufacturés. Carrément les lois sociales, mais elles veulent travailler dimanche, elles veulent être là. Si bien que, compte tenu du système mondial maintenant, on exclut les enfants. Les enfants, les toutes petites filles, on les exclut. Et à plus forte raison, les enfants, encore les bébés qui sont avec leur maman. Je dis, mais si un sac dégringole, ben, l'enfant serait mort. À ce moment-là, j'ai interdit qu'on emploie les femmes ou enceintes, ou les femmes qui allaitent, ou les femmes qui ont des enfants de très bas âge. Alors les femmes elles-mêmes refusent, il y en a qui pleurent, qui disent non, mais je peux pas ne pas avoir l'argent comme les autres, c'est pas possible et tout. Et quand j'exige, quand je maintiens ma position, ils font venir le monsieur, le mari, qui tient l'enfant en dehors de l'enclos, et elle vient travailler. Parce que tout simplement, parce que les femmes sont très habiles pour ce travail-là. Sinon, des fois, le monsieur dit, mais moi, je vais faire le même travail que ma femme. Elle dit, non, mais parmi toutes les femmes, vous n'allez pas vous mettre 2, 3 gaillards au milieu pour... Non, c'est pas bien. Alors, ils tiennent leurs enfants dehors. C'est admirable à voir, évidemment. Dans quelques jours, la gomme arabique prendra la direction du port de Douala. En France, elle sera ensuite transformée en produit industriel, d'où elle repartira ensuite aux États-Unis. J'étais ministre du pétrole avant, évidemment, je n'étais pas encore sorti et tout, mais seulement il ne faut pas que les Tchadiens se déversent dans la zone du pétrole comme ouvriers, tout simplement en oubliant la terre, c'est ça. Oui, voilà. Il faut que se complète, il faut que cette action de pétrole puisse nous aider à compléter notre autosuffisance alimentaire. Mais si nous tous on compte sur le pétrole, on aura de l'argent dans les poches sans graines, sans rien après. C'est ça, la peur est là, mais je crois que l'État doit s'en occuper. Ils savent aussi. Ils savent ce qu'a coûté le Gabon, le Congo, le Nigeria, oui, ils savent tout ça. Oui. Ils savent ce que cela a coûté aux autres. Il faut aider le gouvernement actuel à faire sortir le pétrole. Nous avons tout intérêt à ce que ça sorte, il ne faut pas le bloquer. Mais à côté de ça, je dis, le gouvernement doit comprendre que, comme Idriss a dit, ça n'est assez, il faut que le pétrole coule. Moi, je dis, ça n'est assez, il faut que les gens comprennent que on ne peut pas parler d'un pays tant qu'il n'y a pas de critères de justice, des critères de savoir-faire, des critères de démocratie. S'il n'y a pas ces critères, tu n'es plus un interlocuteur. Un interlocuteur. Et moi, je dis que les gens, quand ils nous disent qu'il faut améliorer, c'est parce qu'ils veulent qu'on arrive au pétrole avec un minimum. Pour que si le pétrole sort, on ne soit pas perturbé dans notre vie. N'est-ce pas? Si c'est la jungle, on arrive avec le pétrole, ça va être le pétrole dans la jungle. Mais moi, malgré tout ça, je dis, il faut faire sortir le pétrole. Hein, au moins, certaines misères, on pourra les étouffer. On est dans une situation, tu as dû voir un peu en circulant, aujourd'hui, il y a la tristesse dans le visage des gens. Réellement, la tristesse, c'est parce que la misère a touché beaucoup de foyers. Et c'est une misère crue. Alors,
le pétrole, il faut le faire sortir. Mais à côté, il ne faut pas arrêter de dire, Monsieur le Président, nous supportons l'exploitation du pétrole, nous supportons le Tchad auprès des bailleurs de fonds pour que le pétrole sorte. Mais également, nous disons que vous êtes à la tête de cet État, mais il y a un besoin réel de démocratie, un besoin réel de droit, un besoin réel de gestion. Parce que la gestion aussi, c'est une chose importante, de gestion transparente pour que au moins l'argent profite à tout le monde. Avec le pétrole, tout ça va baisser, tout ça va arriver. Donc vous pensez que le pétrole va résoudre beaucoup de problèmes? Beaucoup, tout. Tout le problème. Bien que la richesse du sous-sol du Tchad soit connue depuis les années 50, le démarrage de la production pétrolière pour l'exportation n'a commencé qu'en 2003. À cause de l'enclavement, il a été nécessaire de construire un pipeline du sud du Tchad jusqu'à la côte du Cameroun. Le projet a été réalisé par la Banque mondiale qui a coordonné le consortium des compagnies pétrolières. Les commerçants plaçaient de grands espoirs dans le pétrole et comptaient bénéficier d'importants marchés. Pour un opérateur économique, c'est l'information. Donc ce projet, il n'a pas été suffisamment, disons, vendu entre guillemets aux opérateurs. Auparavant, le gouvernement n'a pas pris les dispositions nécessaires pour que les Tchadiens se préparent en conséquence. Parce qu'on ne peut pas s'improviser, Catherine, on ne peut pas s'improviser, je sais pas, constructeur de pipeline. Mais sachant que tout cela va arriver dans 5 ans, dans 6 ans, le gouvernement pourrait amener les Tchadiens à se préparer, d'abord entre eux peut-être, et même en joint venture avec sociétés américaines, australiennes, machin, pour qu'ils aient une implication plus importante. Notre inquiétude est légitime dans la mesure où nous avons remarqué que d'abord, les grands contrats ont été donnés à des grandes entreprises en arguant que les opérateurs économiques tchadiens n'avaient pas les compétences techniques et financières pour le faire. À la limite, on peut l'accepter. Mais en matière de sous-traitance, on a mis la barre tellement haute que on demande aux entreprises tchadiennes, et là c'était un peu notre argument, de sauter plus de 2,50 m ou 3 mètres, c'est-à-dire en les empêchant, en leur disant que vous n'avez pas les compétences requises pour pouvoir donc accéder à ces marchés. Ce qui nous fait dire même à la limite que s'ils pouvaient même importer l'air des États-Unis, je crois qu'ils l'auraient importé. Et c'est pour vous dire notre tristesse vis-à-vis de cette attitude du consortium pétrolier et des entreprises contractantes qui ont voulu, je dirais, délibérément écarter les opérateurs économiques du Tchad. Le commentaire de RFI la semaine dernière où ils avaient dit que sur les $30 auxquels on vendrait le baril, il y a 3 qui sautent parce que la qualité n'est pas tout à fait meilleure. Et sur les 27, il y a 15 qui partent pour couvrir les dépenses faites et il resterait 12. Et sur les 12, le Tchad a à peine 12%. C'est pour te dire que nous avons à peine $1 par baril. C'est vraiment infime. SDV ou bien CIS, ils ont tellement de relations, des ramifications à travers le monde que l'information leur tombe tous les jours. Ce n'est pas mon cas. Je n'ai pas cette capacité d'avoir les informations. Et en plus, par leurs relations de cercle politique, ils ont des informations que moi je peux avoir. Je suis certain que autour de Chirac, il y a beaucoup d'informations qui sont communiquées à des entreprises françaises. C'était déjà des marchés octroyés en partant sur le principe que ces compétences-là n'existent pas. Et c'est ça qui a fait que, bon, il y a eu ce loupé. Mais on a essayé quand même de rattraper ce qui est rattrapable. Il est vrai que si le projet a été suffisamment préparé par rapport aux opérateurs, les choses seraient complètement différentes. Donc, quand on s'était vu la dernière fois, vous nous aviez dit que, en tant qu'homme d'affaires tchadien, vous attendiez beaucoup du projet pétrolier, que ça allait beaucoup dynamiser le milieu des commerçants et des hommes d'affaires. Donc, est-ce que vous pouvez dire toujours la même chose aujourd'hui ou, comment dire, d'être un peu déçu de la première phase du projet pétrolier? C'est un peu déçu.
Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi? Parce que les commerçants sur place, ils n'ont rien gagné. Ils n'ont pas trouvé de marché. Ils n'ont pas trouvé de marché sur cette affaire. Il n'y a que les Camerounais qui ont profité beaucoup. Et puis des étrangers comme les types Sahara et puis il y a des autres sociétés. Les grandes sociétés. Les grandes sociétés qui ont profité. Est-ce que les royalties que le Tchad va toucher à partir de maintenant, puisqu'on a dit que le premier bateau est parti avec 950 000 barils, est-ce que l'argent qui va tomber dans le budget de l'État va être utilisé à bon escient, notamment les infrastructures, routes, éducation, santé, machin? Tu sais, je crains que nous ne soyons pas différents des Congolais, des Angolais, des Nigérians. Je crains fort cela pour une raison simple. Je pense qu'on est tous assez grands, on est vaccinés. On n'a pas besoin d'un collège pour nous contrôler, pour dire que ce que tu as envoyé l'argent. C'est comme on est de gros bébés en fait. À mon avis, c'est tellement évident que la volonté doit être automatique si on aime sa population. Que cette population a besoin de circuler de Doba à Faya, d'Abéché à Bol. Et pour ça, il faut des routes. Et c'est un meilleur moyen de désenclaver le pays. Déjà à l'intérieur, l'Est, je ne parle pas de l'enclavement maritime. Faire des grandes économies et l'échange entre les populations sera plus net et plus bénéfique. N'est-ce pas? Mais je crains fort que l'Africain tchadien ne soit pas différent de l'Africain congolais ou nigérien. Et ils vont vouloir, avec cet argent, plutôt faire de l'ostentatoire, notamment une armée avec des avions, normalement, peut-être une armée superment équipée. Pour faire quoi, je ne sais pas. Plus pour faire museler la population qu'autre chose. Dans la répartition de la richesse du pétrole, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une grande disparité. Les pauvres là, je ne vois pas comment ils peuvent, si l'État lui-même ne s'engage pas pour dire, bon, moi, par rapport à ce projet-là, voilà les infrastructures de base que je fais vis-à-vis de ces pauvres. Par exemple, au niveau de la Caisse nationale de prévoyance sociale, relever la prestation, qui actuellement est de 20 francs par jour par enfant, 20 francs CFA. La retraite, elle est de 100 000 francs par trimestre. Donc, relever ces prestations sociales, si l'État n'intervient pas dans ça, il y aura une disparité énorme entre les pauvres et ceux qui seront extrêmement riches. Et ça, c'est très dangereux dans ce projet-là. La générosité constitue un aspect fondamental du comportement des commerçants. Le FMI et la Banque mondiale ont mis en œuvre une politique de lutte contre la pauvreté et se sont emparés de ce slogan pour caractériser leurs actions. La Banque mondiale ne peut pas se substituer aux Tchadiens, c'est pas vrai. Et ce qu'ils font, et je trouve que là, ils se trompent largement. Ce n'est pas un spécialiste de la Banque mondiale qui est à Washington qui peut savoir comment lutter contre la pauvreté. Et d'ailleurs, toute leur conception, tous les projets qu'ils ont initiés pour la lutte contre la pauvreté, pour moi, ça n'ira nulle part. Parce que ce n'est pas ça. Tu vois, ce n'est pas ça, c'est pas parce qu'on a fait des simulations, on a pris des éléments de statistiques, on fait des calculs, des projections, qu'on va réaliser la lutte contre la pauvreté, c'est pas vrai. La lutte contre la pauvreté se trouve ailleurs. Et pour moi, je pense que la Banque mondiale a grandement échoué. Et elle ne peut pas nous aider. Elle ne peut pas nous aider parce qu'elle n'a pas développé de réelles capacités locales. Et toutes les capacités qu'elle a réalisées, c'est juste pour amener les gens à travailler comme elle le souhaite. Voilà. Ça, c'est chez moi, là.
Les Washington Boys là, effectivement, quand ils viennent, ces gens-là, ils s'installent en territoire conquis et ils vont essayer, ils vont nous prendre pour des cobayes. Ils nous ont pris pour des cobayes. Ils ont essayé toutes les réflexions. Et souvent, c'est des jeunes de 35 ans, de 40 ans, de 45 ans, qui n'ont pas eux-mêmes travaillé ailleurs, qui n'ont pas fait une preuve quelque part de leur capacité et qui, en fait, ont tout testé sur nous. Et ça se voyait que ça n'allait pas loin. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à quoi? Une catastrophe. Je prends un seul exemple. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui sort d'une école américaine ou française puisse me dire qu'il faut avoir une politique de facilitation structurelle en diminuant le salaire, de revenus des gens. Un pays comme le Tchad, déjà nous sommes en dessous du seuil de la super pauvreté. On dit à la personne de baisser son salaire, mais je ne sais pas, qu'est-ce qu'on cherche? Moi, je pense qu'ils ont des solutions qui ne sont pas du tout capitalistes. Je dirais même que c'est des barbares de faire souffrir les populations en disant que pour améliorer la situation des finances de l'État, il faut diminuer le salaire. Mais non. Si le gouvernement ne peut pas faire des économies sur l'armée, si le gouvernement ne peut pas faire des économies sur le train de vie de l'administration, pourquoi on veut faire souffrir les enseignants dont on a tant besoin pour éduquer bien nos enfants? Mais jusqu'à présent, leur comportement était même, je dirais, parfois, même d'arrogance. Hein, et ils vont même parfois, pratiquement, même faire les lettres d'intention de nos gouvernements. Ils écrivent les lettres d'intention à la place du ministre du Plan ou du ministre des Finances, suivant le pays. Hein, ces Washington Boys, là, moi je trouve qu'ils ont ruiné l'Afrique. Et je ne sais même pas si on pourra relever la tête. C'est bon?